Oui, tu peux enlever le masque. Il y a le micro Alors, hop, qui est là. micro qui est là. Nickel. Télécommande qui est ici. Donc, rebonjour, bienvenue. Merci. Alors, toi aussi, tu étais chercheur. J'ai fait de la recherche. J'étais pas chercheur, j'ai fait de la recherche. Et du coup, tu cherchais quoi? Je cherchais le sens de ma vie, en partie, et je cherchais aussi à un peu mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. D'accord, et t'as arrêté parce que t'as trouvé? C'est ça, j'ai trouvé. Donc j'ai arrêté la recherche, ou j'ai trouvé d'autres réponses qui m'ont plus intéressé que celles que je trouvais en recherche. Et du coup, tu fais de la vulgarisation scientifique en neurosciences. Oui, je fais quelque chose de peut-être plus intéressant que la vulgarisation scientifique. D'accord. Parce que là, moi, on m'a dit que tu allais nous faire un séminaire de motivation. C'est même plus qu'un séminaire de motivation. Parce que là, depuis ce matin, vous êtes là, vous entendez parler de la science comme si c'était la seule voie, la seule chose en laquelle il fallait croire absolument, mais il y a peut-être d'autres choses qui sont plus intéressantes. Et du coup, quand on a un gros, on porte un gilet? Forcément, D'accord. Eh bien, je l'habit, vais te laisser nous motiver avec les neuromythes. je te remercie. Ça va ? Ouais. Déjà, vous n'êtes pas beaucoup, hein, on va dire ça comme ça, vous n'êtes pas très nombreux, et on sent que là, la digestion fait bien son effet. Donc je vais avoir besoin d'un peu de motivation, là, je vais avoir besoin d'un peu de votre énergie. Alors, est-ce que ça va ? Ouais, ok, d'accord. Moi, aujourd'hui, je suis venu vous parler de comment faire, ou plus exactement, comment ne pas faire de la science. Parce que comme je le disais tout à l'heure, depuis ce matin, on vous bassine avec la science en vous disant que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je vais vous donner les clés qui vous permettent de faire, de réussir, les clés qui vous permettent de ne pas faire de la science. Comment ne pas faire de la science ? Et là, je vais commencer par vous raconter une belle histoire. Nous sommes en 1907 et cet homme, William James, philosophe, l'un des pères fondateurs de la psychologie expérimentale américaine, va émettre une théorie assez révolutionnaire. Cette théorie se nomme la théorie de la réserve d'énergie. Selon William James, dans cette théorie, il développe l'idée que les personnes n'exploitent qu'une fraction de leur potentiel mental. Je vous ai dit que William James est l'un des pères fondateurs de la psychologie expérimentale américaine. C'est pour cela qu'il va s'associer avec un de ses collaborateurs, un de ses camarades, un de ses collègues, Boris Sidis, pour tester sa théorie. Et ensemble, ces deux hommes vont élever un enfant. Cet enfant, ils ne vont pas aller le chercher bien loin, et dans le plus strict respect des règles éthiques, ils vont aller chercher le fils de Boris Sidis, William James Sidis, pour mener une expérience assez exceptionnelle. Cet enfant va avoir la chance pendant 12 ans de suivre une méthode de stimulation intellectuelle permanente. Oui, il ne va pas être scolarisé. Oui, ces deux chercheurs éminents vont lui prodiguer la parfaite méthode d'éducation pour qu'il réussisse à faire des choses extraordinaires, pour qu'il soit plus que nous, simples humains, que ce soit l'humain supérieur. Et c'est comme ça qu'après ces 12 années de cette méthode de simulation intellectuelle permanente, William James Sidis est capable de parler plusieurs langues. Il a des capacités extraordinaires en mathématiques, en physique, et avant son 12e anniversaire, il réussit le concours d'entrée de l'université d'Harvard. Oui, cette méthode existe, et si on en connaît plus, c'est notamment grâce à cet homme, Lowell Thomas, qui va écrire en préface d'un livre cette phrase qui dit « Le professeur William James de Harvard avait l'habitude de dire qu'en moyenne, les personnes ne développent que 10% de leurs habiletés mentales latentes. » Il va écrire cette phrase dans un livre écrit par Dale Carnegie et très sobrement intitulé « Comment gagner des amis et influencer les gens ?» Un livre qui a permis de pouvoir faire traverser cette idée assez folle que oui, nous tous, nous avons un cerveau qui est sous-exploité. Nous n'utilisons que 10% de nos capacités mentales. Ça, c'est un parfait exemple de comment ne pas faire de la science, comment utiliser des choses qui peuvent ressembler à de la science pour faire plus, pour faire mieux.
même si il est vrai que sur cette belle histoire, nous avons de gros problèmes. Le premier problème étant que cette théorie de la réserve d'énergie émise par William James est vraisemblablement plus une théorie philosophique que scientifique, que psychologique. Mais bon, passons. Et même si cet humain supérieur qui serait capable de faire des choses extraordinaires, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Bon, passons. Ce qui est très important ici, de voir comment ne pas faire de la science, c'est d'utiliser la notoriété de quelqu'un. On a quelqu'un de très éminent, un professeur de Harvard, et là, grâce à ses travaux, plus ou moins fumeux, on va pouvoir dire que oui, parce que lui le dit, c'est vrai. Et ça, vous en avez des exemples assez récents. Et je ne dis pas ça seulement parce que je viens de Marseille, mais effectivement, la notoriété d'un scientifique, c'est là où on peut s'arrêter. Arrêtez de faire la différence entre la science et le scientifique. Non, tout ça se mélange. Ça, c'est le premier élément, la première règle sur laquelle on peut s'appuyer. La deuxième règle sur laquelle on peut s'appuyer nous vient des limites, en fait, de la belle histoire que je vous ai racontée, parce que cette idée qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau, c'est bien beau, même si en réalité il n'y a pas de travaux scientifiques qui attestent ça. Ça, c'est la deuxième règle. Qu'il y ait ou pas des références scientifiques, c'est pas très important. Du moment qu'on a au moins un scientifique sur lequel s'appuyer, sa voix à lui, là, c'est quelque chose qui est important. Et dans cette idée toujours qu'on n'utiliserait que 10% de notre cerveau et que tout ceci serait plus ou moins scientifiquement construit, même si, je vous l'ai dit, c'est pas très bien construit, même s'il n'y a pas de référence, même si, oui, parce qu'il y a encore une note, même si, mais c'est pas très grave, même si, en réalité, on a tout un tas de preuves scientifiques qui tendent à montrer que lorsqu'on s'intéresse à l'activité électrique, on s'intéresse à l'activité métabolique, on s'intéresse à l'activité magnétique, il n'existe aucune zone du cerveau qui ne serve absolument à rien ou qui soit totalement silencieuse. Même si on a tout ça, c'est pas grave, parce que la troisième règle qu'il faut retenir, après la notoriété, après l'absence de référence, la troisième règle qu'il faut retenir pour essayer de réussir à ne pas faire de la science, c'est de toujours garder en tête qu'on peut laisser planer le flou. Les résultats obsolètes, ils ont existé, on avait des choses intéressantes, c'est pas très grave, il y a bien quelqu'un quelque part qui a dit quelque chose, il y a tellement de résultats scientifiques après tout. Et là, je vous sens peut-être un peu dubitatif sur cet premier exemple, peut-être parce que, encore une fois, toute cette journée, on vous a parlé de science et que pour vous, on ne peut avancer que sur des travaux scientifiques. C'est pour cela que sur les trois autres points, les trois autres règles importantes pour ne pas faire de la science, je vais partir d'une étude scientifique qui est très intéressante. Si vous avez des scrupules à ne pas faire de la science, en vous appuyant sur du flou, en vous appuyant sur une idée quelque part qui flotterait, voici un exemple où l'on peut s'appuyer sur de réels travaux scientifiques. Et pour ceci, je vais vous parler d'une étude exceptionnelle qui a été faite en 1993, publiée dans l'une des deux plus prestigieuses revues scientifiques, la revue Nature. Les chercheurs, dans cette études scientifiques, sont partis d'une idée assez simple. En fonction de comment je me prépare mentalement à faire un exercice, je peux arriver à des choses exceptionnelles. Cette expérience est extrêmement simple. Elle se passe en deux temps. Un premier temps qui est un temps de préparation et un deuxième temps, un temps de test. Ce temps de préparation, les participants ont eu trois types de préparation différentes. Le premier tiers des participants a passé 10 minutes exactement dans le silence le plus total. Le deuxième tiers des participants a passé 10 minutes à faire des exercices de relaxation. Et le troisième tiers a passé 10 minutes à écouter la sonate pour deux pianos en ré majeur de Wolfgang Amadeus Mozart. Et après ces 10 minutes de préparation, on avait un test. Un test assez simple, un test qui peut notamment être utilisé dans la batterie des tests, des tâches qu'on peut faire passer pour évaluer le quotient intellectuel. C'est un test qui consiste à vous présenter une forme géométrique
Et à partir de cette forme géométrique, vous en avez 4 autres, et c'est à vous d'arriver à identifier quelles sont celles qui sont identiques avec la première forme qui vous servait de modèle. Petit test. La 2, ça me permet de boire, allez-y. La 4. La 5. Non, pas la 5. La 3. Ici, nous avons la 2 et la 5. Bravo, ou pas. Enfin bref, de toute façon, ce n'est pas ce qui est le plus intéressant. Ici, l'idée, c'est qu'ils ont fait passer ce test et ensuite, ils ont comparé les différentes performances en fonction du type de préparation qu'avaient suivi les différents participants. Et là, les résultats sont extraordinaires. En moyenne, à quelque chose près, contrairement aux 2 autres groupes, les individus qui ont écouté du Wolfgang Amadeus Mozart ont mieux réussi ce test. Et lorsque je vous dis qu'ils ont mieux réussi ce test et que ce test est utilisé pour pouvoir évaluer le quotient intellectuel, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont traduit les performances des différents participants en points de QI. Et les résultats montrent qu'en moyenne, comparé aux 2 autres groupes, écouter de la musique classique permet de gagner près de 10 points de QI. Fou, spectaculaire, publié dans la revue Nature. Voilà, vous avez un test, vous avez une étude scientifique sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer et avec laquelle vous allez pouvoir faire dire tout un tas de choses. C'est ce qu'on appelle l'effet Mozart, cette idée que écouter de la musique classique rendrait plus intelligent. Et à partir de cette seule étude, allez-y, vendez des disques de musique classique pour des enfants. Vous le voyez bien, ce beau bébé bien habillé avec le costume, c'est forcément quelqu'un d'intelligent. Et après, vous pouvez même aller encore plus loin et dire que vous allez vendre le disque de musique classique, la musique classique qui aide à développer, à stimuler le développement cérébral de votre bébé. Oui, là, on est sur une étude scientifique. Parce que là, les 3 autres règles que l'on peut tirer à partir de cet exemple, ce sont ces idées déjà que peu importe le nombre de personnes qui ont fait partie de cette expérience, c'est pas très grave. Les statistiques, les mathématiques, tout ça c'est pour les scientifiques. Nous, on est entre nous et on se comprend. Les idées, on n'a pas besoin de ces chiffres et de statistiques, de significativité, parce que oui, dans cette étude, il y avait un peu plus d'une vingtaine de participants, si bien qu'il est très difficile de savoir si les résultats observés sont réellement dus à quelque chose de solide ou si en réalité tout ceci n'est qu'une fluctuation statistique. Mais bon, ça c'est la 4e règle qu'il faut garder en tête, cette idée que peu importe le nombre de personnes qui participent, du moment qu'il y a un résultat scientifique, ça suffit. Ah oui, autre chose, la 5e règle, peu importe que cette expérience ait pu être reproduite. Parce que oui, d'autres chercheurs dans le monde ont essayé de reproduire de tels résultats, ils n'y sont jamais arrivés. Mais bon, vous avez une étude scientifique qui est publiée dans la revue Nature, donc vous pouvez vous appuyer sur cet élément. Et la 6e règle, celle qui est encore plus intéressante, celle qui, à partir d'un résultat qui finalement s'est avéré faux, mais qui vous permet de vendre des disques de musique classique pour les enfants, qui vous permet de diffuser de la musique classique. Et là, quand je parle de musique classique, on a oublié que c'était du Mozart et que c'était un seul élément de Mozart et un morceau bien précis qui était donné 10 minutes et qui ne durait pas dans le temps. Oui, à partir de ce simple résultat, on peut diffuser de la musique classique à des vaches pour qu'elles donnent du meilleur lait et donc un meilleur fromage, ou dans des plants de bananes pour avoir des plus beaux fruits. Oui, parce que la 6e règle, c'est celle-ci. Pensez en dehors du cadre. Oubliez qu'une étude scientifique a été faite dans un contexte précis, avec une expérience précise, sur des sujets bien spécifiques. Oubliez tout ça. Ça, c'est la 6e règle. Et déjà, lorsque vous possédez, vous maîtrisez ces 6 premières règles, vous pouvez aller bien loin. Mais je vais vous donner les 3 dernières, et pour les 3 dernières, je vais prendre un exemple très rapide, là, dont je ne vais pas réellement pouvoir développer, mais qui va parler à chacun d'entre vous. C'est cette idée de savoir s'il y a des différences cérébrales entre les hommes et les femmes. Alors là, allez-y. Sur ce type de questions, vous pouvez tout mélanger.
Vous pouvez dire absolument tout et n'importe quoi. Est-ce que oui, les hommes et les femmes ont des cerveaux totalement différents? Allez-y. Il y a d'autres personnes qui peuvent défendre cette idée-là. Vous pouvez dire que les hommes et les femmes n'ont absolument aucune différence. Allez-y, il y a d'autres personnes pour pouvoir défendre cette idée-là, même si ces deux idées sont un peu bancales, parce que lorsque on définit ça, lorsqu'on a ce clivage qui serait de dire tout différent ou tout identique, ben là on applique les trois dernières règles qui sont importantes pour ne pas faire de la science, ces trois dernières règles qui sont oublier de faire une différence entre une étude qui s'intéresse qu'à un seul individu ou des études qui parlent de groupe. Parce que oui, ce type d'étude parle de groupe, mais on peut très facilement dire que ça concerne n'importe qui dans la salle. Oubliez aussi de dire que certains éléments sont plus des corrélations et que vous allez dire que c'est des liens de cause à effet. Ça, c'est la huitième règle qui est très importante. Corrélation, causalité, enfin, c'est pas très très important de faire une différence. Et la dernière règle qui semble, elle aussi, extrêmement importante, si jamais vous avez des résultats ou des personnes qui vous avancent des arguments qui vous gênent, faites le tri. Ne gardez que ceux qui vous intéressent. Si j'essaye un petit peu de simplifier, pas de simplifier, mais de résumer tout ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, voici les 9 règles importantes pour ne pas faire de la science. Les 9 règles dont certaines des croyances que l'on peut avoir sur le fonctionnement du cerveau se nourrissent. Ces 9 règles sont les suivantes. La toute première, s'appuyer sur la notoriété d'une personne. Peu importe qu'elle ait réellement dit ce qu'elle a dit, mais du moment que vous avez un grand nom à citer, ça marchera toujours. La deuxième règle, peu importe qu'il y ait de réels résultats scientifiques, oui, on est entre nous, on peut se le dire. Ce qui est important, c'est ce que l'on croit, ce que l'on partage. Qu'il y ait de réels travaux scientifiques objectifs, c'est pas très très intéressant. La troisième règle, c'est cette idée de laisser planer le flou entre des résultats qui sont toujours d'actualité ou des résultats qui sont obsolètes. Quatrième règle, peu importe le nombre de personnes avec lesquelles on a pu valider un élément, du moment qu'une étude scientifique a existé quelque part, là on va pouvoir l'utiliser. Cinquième règle, peu importe que cette étude que l'on a fait dans des conditions plus ou moins bancales et jamais réussi à pouvoir être reproduite. Vous avez quelques exemples d'études jamais reproduites et qui permettent de générer un maximum d'argent. Je ne dirais pas homéopathie, je dirais juste granules de sucre, pour que ça reste un code entre nous. La sixième règle, nous avons cette idée de ne pas oublier de sortir de la boîte. Oui, on a montré quelque chose dans un contexte bien spécifique, mais bon, si on a montré que ça marchait sur des étudiants en psychologie, ça doit aussi marcher sur des enfants, sur des personnes âgées. Si on a montré quelque chose avec un morceau de Mozart, ça doit pouvoir marcher avec du Joule. Ben oui, c'est de la musique après tout. Et les trois dernières règles qui vous permettent d'avoir et d'ouvrir tous les sésames, c'est de confondre moyenne et individu, de confondre lien de causalité et lien de corrélation, et de faire le ménage pour ne garder que les éléments qui vous intéressent. Et grâce à ces 9 règles, vous serez au clair pour réussir à ne pas faire de la science. Je vous remercie. Merci beaucoup Christophe. Et donc du coup, si on veut être sûr de ne pas oublier les 9 règles pour ne pas faire de la science, on peut te suivre sur Facebook, Twitter, YouTube. Et alors, YouTube là, mais en réalité, sur YouTube, ce ne sont que les épisodes du podcast qui sont mis progressivement. Donc si vous voulez suivre, et notamment sur les neuromythes, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est très intéressant de revenir sur ce que l'on peut croire et comment ces croyances ont pu s'établir. Il y a tout un tas d'épisodes que j'ai consacrés aux neuromythes, à peu près une vingtaine, sur des choses aussi diverses que est-ce que à partir d'un certain âge, c'est foutu pour nous, on ne fait que perdre des neurones. Est-ce qu'il y a des différences entre hommes et femmes? Là aussi, c'est très intéressant. Ou est-ce que c'est mieux le numérique? Est-ce que c'est mieux, le papier-crayon par rapport au numérique? Voilà, toutes ces questions qui peuvent être très intéressantes et que donc vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes de podcast, du moment que vous avez un smartphone ou même une connexion Internet. La tête dans le cerveau, c'est présent partout.